Ah oui, non, vous avez raison, ça n'enregistrait pas. Ah. Ah ouais. Donc là, j'ai mis en route l'enregistrement. Ah là, c'est bon, il y a le point rouge. Vous voyez le point rouge? D'accord. Ok, donc je repartage du coup, parce que là, vous ne devez plus la voir, la présentation. Voilà. Ok. Alors, donc, comme je vous disais, il y a un autre plan de symétrie ou d'antisymétrie. En fait, Est-ce que la base, ça peut être un plan? est-ce que quoi? La base, C'est quoi que vous appelez la base? bah, le cercle. La spire? Spire. Ouais, tout à fait. La spire, c'est un plan de symétrie. Ce qu'il y a d'un côté de la spire, c'est la même chose que ce qu'il y a de l'autre côté. Si vous coupez, vous voyez, si vous prenez selon un plan qui contient la spire, eh bien, vous avez la même chose au-dessus et en dessous, en fait. Si vous regardez le courant I qui est au-dessus, d'accord, il tourne dans un sens. Si vous regardez le courant I qui est en dessous, il tourne dans le même sens. Du coup, c'est symétrique, c'est ça? Du coup, ça, c'est un plan de symétrie, ouais. Donc, effectivement, on a le plan, donc du coup, celui qui contient la spire, donc c'est le plan UR Uθ. D'accord? D'accord. Et donc, ce plan UR Uθ, c'est un plan de symétrie. Monsieur, est-ce qu'on peut prendre la moitié La moitié de quoi? de la spire? Bah, la moitié, là, c'est comme si on la coupait, oui, dans le sens de l'épaisseur, quoi. Ouais. OK? Ok. Ah oui, du coup, c'est vrai que si on coupe du sens de l'épaisseur, ce qu'on a en haut, on va le revoir en bas, du coup. Exactement. Ok. Donc c'est un plan de symétrie. D'accord. OK. Et qu'est-ce qu'on a vu pour les plans de symétrie? Donc, à ce moment-là, B, il est comment? B, il va être en dehors du plan, non? Alors, même mieux qu'en dehors du plan, il est perpendiculaire au plan. Ah, D'accord? Perpendiculaire au plan. ok. Il est où B là? Bah, c'est ce qu'on cherche. Donc, Ah. C'est le champ magnétique, c'est ça? c'est ça, c'est le champ magnétique. Ok. Par contre, monsieur, j'ai pas compris pourquoi c'est UR, Uθ. Bah, si c'est le Bon. plan de la spire, les vecteurs qui définissent le plan de la spire, c'est les vecteurs UR et Uθ qui sont dans le plan de la spire, justement. Hein, ça, c'est par définition des vecteurs unitaires dans le système de coordonnées cylindriques. D'accord. Si vous avez O ici, vous avez un point M là. Le vecteur UR, il est selon OM, donc selon la direction ici. Et le vecteur Uθ, il lui est directement perpendiculaire. Donc il est dans le même plan là, directement perpendiculaire. Hein, ici, vous avez un angle droit quoi, entre les deux. Ces deux vecteurs orthogonaux. D'accord. Et donc, ces deux vecteurs, UR et Uθ, ils définissent un plan qui est donc le plan de la spire. Et ça, c'est un plan de symétrie. Donc, ça veut dire que B, dans le plan de la spire, d'accord, si vous prenez un point M n'importe où dans le plan de la spire, eh bien, il sera toujours perpendiculaire à ce plan. Donc, ça veut dire que dans le plan de la spire, B, il est encore plus simple, hein, puisque B, on sait qu'il va être, s'il est perpendiculaire à UR et perpendiculaire à Uθ, puisqu'il est perpendiculaire au plan UR, Uθ, donc il est perpendiculaire aux deux, donc il va avoir une seule coordonnée Sur selon l'axe Z. Z. Exactement. D'accord? Mais ça, c'est valable que pour un point M qui se trouve dans le plan de la spire. D'accord? Monsieur, vous pouvez répéter, vous avez dit quoi pour un point M qui est dans le plan? Exactement. Donc, il se trouve soit sur la spire, soit à l'intérieur de la spire, soit à l'extérieur, mais dans le plan de la spire. Ah oui, parce que là, B, il est symétrique, c'est ça? C'est ça.
D'accord. Enfin, ce n'est pas B qui est symétrique, c'est la Oui. distribution de courant. D'accord. Mais Ok. pourquoi θ de Z? Θ, virgule Z. C'est les deux coordonnées, enfin les Ah. trois coordonnées, R, θ, Z. D'accord. OK? Alors maintenant, qu'est-ce qu'on peut dire sur les invariances? Qu'est-ce qu'on a comme invariance ici? Ben, je ne sais pas, qu'est-ce que vous pensez? Donc, il y a trois coordonnées, hein, donc on peut bouger selon les trois coordonnées. Si je bouge selon R, d'accord, selon UR, est-ce que c'est invariant? Non. Non. Ben non, puisque si je pars de 0, ben, je n'ai pas de charge. Et puis, il y a un moment où je vais croiser en fait, la distribution de charge, puis après, je n'ai pas de charge non plus. Donc, ça n'a rien du tout d'invariant. Si je vais selon Z, Oui. c'est invariant? Oui. Ben non. Monsieur, c'est Si quoi je invariant? suis invariant, ça veut dire que la distribution de courant ne change pas. Si je bouge selon Z, ben, je n'ai pas toujours la même distribution de courant. Imaginez, si je suis au milieu de l'axe Z, là, d'accord, je bouge, ok, j'ai pas de courant. Bon, ben là, ça ne change pas, d'accord. Maintenant, je me déplace. Je me mets en ce point-là, et puis je bouge selon Z. D'accord, mon axe Z, il est comme ça. Donc là, j'ai pas de courant, et puis là, j'ai du courant, et puis là, j'ai pas de courant. Donc, c'est pas invariant. Il y a des moments, j'ai du courant, il y a des moments, j'ai pas de courant. Si maintenant, je bouge selon θ, donc θ, je vous rappelle, hein, c'est l'angle ici, selon lequel on tourne autour, là. Donc là, ça ne varie pas. Donc, Là, effectivement, il n'y a pas de variation. Hein. Quel que soit le point où je me place, si je suis en dehors de la spire, bon, bah, je n'ai pas de courant. Hein. Tant que je tourne autour de la spire, je n'ai pas de courant. Et puis, si je suis sur la spire, bah, j'ai du courant, mais j'en ai tout le temps, quoi. Quel que soit l'angle sur lequel je suis, ici, j'ai toujours le même courant. D'accord? Donc, en fait, j'ai bien une invariance selon θ. Ça veut dire que je n'ai pas de variation par rapport à θ. Donc, ça veut dire que B, il ne dépend pas de θ. Autrement dit, si je réécris mon champ B, là, donc en n'importe quel point de l'espace, hein, je ne me place pas forcément sur la spire, mais en n'importe quel point de l'espace, ben, finalement, mon champ B, il a deux coordonnées, BR qui dépend de R et de Z, puisque ça ne dépend pas de θ, UR, plus BZ qui dépend de R et Z, UZ. Voilà ce que je peux dire. Voilà, après, ce que je pourrais dire aussi, c'est si je suis dans le plan de la spire, B est B. Alors, je vais mettre une petite barre là pour bien différencier. Si je suis dans le plan de la spire, à ce moment-là, B, ben, il a une seule coordonnée selon Z. Il n'a pas de coordonnée selon R. Cette coordonnée selon Z, elle dépend de R et de Z. Je sais qu'elle ne dépend pas de θ, UZ. OK? Monsieur, j'ai pas trop compris le dernier truc que vous avez écrit. Là, Ouais. ben là, c'est si je suis dans le plan de la spire, à ce moment-là, je sais que B est perpendiculaire à ce plan de la spire. Mais le plan de la spire, c'est θ et R. C'est UR, Uθ, oui. Mais pourquoi c'est écrit Z alors? Parce que quand je suis dans le plan de la spire, c'est un plan de symétrie, et je sais que B, il va être perpendiculaire à ce plan de la spire. Oui, oui, ça j'ai compris, mais ce qui est écrit tout en bas. Ben, tout en bas, c'est qu'ici, on a une seule coordonnée, BZ, de R et qui va dépendre de deux coordonnées R et Z, selon l'axe UZ.
Autrement dit, je sais que mon champ magnétique, dans le plan de l'Aspire, il est comme ça. Mais peut-être que si je suis à cette distance-là, il est comme ça. Si je m'écarte, il va peut-être être plus grand. Oui, ok. D'accord? Ouais, merci. OK. Et c'est à peu près tout ce qu'on peut dire hein, avec ces symétries et ces invariances qu'on a ici pour une spire. Mais déjà, c'est pas mal. Déjà, on sait que le champ magnétique, en n'importe quel point de l'espace, il n'a que deux coordonnées, BR, une selon UR, une selon UZ, et que il dépend des deux coordonnées R et Z. Il ne dépend pas de θ. OK? Oui. OK. Bon, vous verrez, j'ai repris ça de manière propre. Donc, on passe à la question suivante. Alors maintenant, ce qu'on va faire, donc, c'est qu'on va simplifier encore le problème. Et cette fois-ci, on va se demander qu'est-ce qui se passe pour un point M qui se trouve sur l'axe OZ. OK? Donc, si on a un point M qui est sur l'axe OZ, on vous demande quelles sont les directions et les dépendances du champ magnétique pour ce point M. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Ce qu'on a vu jusqu'à présent, hein, c'est que B, en n'importe quel point, il peut se mettre sous la forme d'une coordonnée BR qui dépend de R et de Z, UR, et d'une coordonnée BZ qui dépend de R et de Z, UZ. Alors, si je suis sur l'axe Z, d'accord, le point M, il se trouve sur l'axe OZ. Qu'est-ce que vous pensez de la dépendance en R? Vous êtes toujours là? Oui. Donc, il dépendra que de R, UR plutôt, puisqu'il est sur Z. Ben non, si on est sur Z, d'accord, si je redessine la spire là, hein, avec l'axe Z, Plutôt c'est l'inverse, puisqu'il est sur Z, donc il y aura un peu de R. voilà, il ne dépend plus de R en fait. Hein. Si je prends un point M qui se trouve ici, la coordonnée R, en fait, elle n'existe plus puisque je suis sur Z. Donc R, il est tout le temps égal à 0 en fait. Du coup, R, c'est la distance par rapport à l'axe. Hein. ça dépend que UZ. Ça dépend que de Z. Et donc que de UZ. Hein. Vous avez dit quoi par rapport à R? M, il est sur l'axe Oui. Z. Donc ça veut dire que R, sa coordonnée R, elle est tout le temps égale à 0. Puisque R, c'est la distance à l'axe. Et qu'ici, on est sur l'axe. Oui. Donc R, il est tout le temps égal à 0. Donc il n'y aura pas de dépendance Oui, en R, en bien fait. sûr. D'accord? Donc B, on va pouvoir l'écrire très simplement sous la forme BZ. Il n'y a pas de dépendance en R. Hein. BZ, 2Z, UZ. D'accord? Puisqu'on est toujours sur R. Sur Z, sur l'axe Z. Ça va, ça? Oui.
OK. Euh, Alors, maintenant, il faut que je vous fasse un petit rappel du champ magnétique créé par une distribution de courant. C'est ce qu'on appelle la loi de Biot et Savart. Donc, si on a une charge ponctuelle, d'accord, qui a une certaine vitesse, eh bien, le champ magnétique créé par cette charge ponctuelle en un point de l'espace, ça va être mu0 sur 4pi QV vectoriel PM ou encore UM sur PM au carré. D'accord? Ça, c'est la loi de Biot et Savart pour une charge ponctuelle. Cette loi pour une distribution de charge, eh bien, si on a un fil, à ce moment-là, on va faire rentrer le courant. Et donc, on va trouver une expression qui est assez similaire à celle-là. Simplement, ici, comme on fait rentrer le courant, ben, on va avoir mu0 sur 4pi intégrale créée par un élément du fil parcouru par un courant, un élément dl, donc de I dl vectoriel UPM sur P au carré. Donc attention, ici, vous avez un produit vectoriel. Hein. Ça veut dire que vous allez faire le produit vectoriel du vecteur dl, qui est le vecteur déplacement le long du fil, par le vecteur qui relie le point M au point P qui se trouve sur le fil. Ok, donc là, il faut utiliser aussi la règle de la main droite. Hein. dl, ça va être votre premier vecteur, vous le mettez avec le pouce. PM ou UPM, c'est le deuxième vecteur, vous prenez avec votre index, et la direction du champ magnétique, elle est donnée par le majeur. D'accord? Donc dans le dessin qui est ici, hein, DL, il est vers le fond, PM, il est dirigé vers la droite, et donc B, il est dirigé vers le fond. Ok, si vous avez une densité surfacique, à ce moment-là, il faut utiliser les courants de surface, JS, et vous faites donc l'intégrale sur la surface sur un mu0 sur 4pi fois l'intégrale sur la surface du produit vectoriel de JS par UPM divisé par PM au carré. Et puis si vous avez un volume, bah, il faut prendre la distribution de courant volumique et donc faire la même chose. OK? Nous, ce qu'on va utiliser hein, ici, ça va être donc cette distribution de charge, de courant, pardon, qui est selon un fil, hein, puisque ici on a une spire, donc c'est un fil parcouru par un courant. Et donc on va utiliser cette expression, le champ magnétique créé, c'est mu0 sur 4pi, intégrale sur le fil de I le courant, dl l'élément de déplacement le long du fil, UPM le vecteur unitaire qui relie P à M, divisé par le module au carré de PM, donc la distance PM. OK? Donc c'est ça qu'on va utiliser ici, puisque on vous demande, en utilisant le principe de superposition et la loi de Biot-Savart, montrer que le champ magnétique en un point M, situé sur l'axe de révolution de la spire, est donné par, et donc on vous donne l'expression mu0I sur 2, R carré, donc R c'est le rayon de la spire, hein, je vous rappelle, R carré sur R carré plus Z carré puissance 3,5 UZ. Ok, alors qu'est-ce que c'est le théorème de superposition? Qu'est-ce que ça dit, ce théorème de superposition? Bah, c'est qu'en fait, chaque élément dl va créer un petit champ magnétique dB, ok, qui est égal à mu0 sur 4pi I dl
vectoriel UPM sur PM au carré. Et que, en fait, le champ magnétique total, eh bien, ça va être l'intégrale de tous ces champs magnétiques le long du fil. Monsieur? Oui, Alors, c'est mu de 0, 4 pi plus, c'est ça? Vous avez mis un plus? non, c'est un I, ça, c'est le courant. Ah, d'accord, c'est le courant I. Ouais. Monsieur, j'arrive pas à lire. Après le I, il y a quoi? DL. DL. Alors, par contre, il m'a mis la flèche. Ouais, parce qu'il m'a mis la flèche après, là. Hop, la flèche, elle est sur le DL. Hein. C'est un vecteur déplacement DL, en fait. Ensuite, il y a un scalaire UPM, c'est ça? C'est ça. Et ça, c'est la loi de Biot et Savart, c'est ça? Ouais. Ça, c'est la loi de Biot et Savart. Ok, donc si on regarde par rapport à notre problème. Excusez-moi. Oui, allez. PM au carré, c'est pas la norme? Non? C'est la norme au carré, ouais. Mais pourquoi La norme, c'est racine de x2 plus y2. Ok, D'accord? La norme au carré, c'est simplement x2 plus y2. ok, merci. Ok, donc si on regarde, nous, on va regarder donc quel est le champ magnétique créé au point M, là. Donc, on va aller regarder, si on prend un point P qui se trouve ici sur le fil, d'accord, on a un point P, quel est le champ dB créé en ce point P par un déplacement dL le long du fil, sachant qu'ici, on est parcouru par un courant I. Ok, comment on calcule ça? Ben, il faut calculer le produit scalaire dL vectoriel UP. D'accord? C'est principalement ça qu'il faut calculer. Après, il faut aussi calculer PM. Alors, on va y aller doucement. Alors, dL. Comment est-ce qu'on exprime dL, ce petit vecteur dL, déplacement, le long du fil, dans la base UR, Uθ, UZ? Monsieur, l'ADL, il va juste parcourir le périmètre de la spire, non? Tout à fait. Ouais. Du coup, ça Et va comment être on l'exprime? 4pi, non? 4pi R Bah, au carré? alors, c'est là, c'est un petit arc de cercle, vous voyez, qui va être le long de la spire, là. Puisque au total, on va parcourir toute la spire, qui est circulaire. Le dL, c'est le petit arc de cercle ici, qui va être parcouru pour un petit angle dθ. Donc en fait, ça va être R dθ. D'accord? Ça, c'est le petit arc de cercle ici qui correspond au déplacement dl. Et c'est dirigé selon le vecteur Uθ. Monsieur, vous pouvez juste revenir sur comment on a trouvé DL du coup? Bah, dl, c'est quoi? C'est le déplacement. Alors, je vais le redessiner. Je vais effacer un petit peu là, si je peux. Voilà. dl, c'est le déplacement le long de la spire. D'accord. D'accord? La spire, elle est circulaire. Mhm. Donc, je me déplace le long du cercle. Donc, je décris un petit arc de cercle là. Ce petit arc de cercle, il est égal à quoi? Ben, quand je passe du point P là, ici, à ce point où j'ai bougé de dl, j'ai parcouru un petit angle dθ ici. Ah, c'est-à-dire que, par exemple, là, au niveau de UR, on avait P. Là, après, on s'est déplacé Ouais, au niveau du deuxième point P. ouais, Ah, et du coup, on ouais. a fait un angle dθ. Voilà, Ah, θ, en fait, il s'est déplacé jusqu'au P. voilà. Ok. Donc, du coup, sur le cercle, on a parcouru l'arc de cercle R dθ. D'accord. OK? Ok, je vois.
OK, donc du coup, ça, c'est notre déplacement dl. Et puis ce dl, hein, il est selon l'angle, selon le vecteur unitaire uθ, puisque uθ, il est tangentiel à la spire, puisqu'il est perpendiculaire au rayon. Donc il est tangentiel à la spire. OK, qu'est-ce que vous pensez maintenant de UPM? Donc UPM, en fait, on peut le réécrire comme le vecteur PM divisé par le module du vecteur PM. D'accord? Les vecteurs unitaires, ils sont toujours définis comme ça, hein, c'est le vecteur divisé par le module du vecteur. Oui. OK, le vecteur PM, celui que j'ai dessiné en vert là. Alors, ce vecteur PM, en fait, vous voyez qu'on peut l'exprimer en fonction de deux vecteurs. Un vecteur qui serait comme ça. Donc ça, c'est le vecteur PO. Plus un vecteur qui serait comme ça. Ça, c'est le vecteur OM. D'accord? Ici, j'ai PO plus OM. C'est bien la même chose que PM. Ouais? Oui, oui. Alors, Oui. PO maintenant, si je le mets dans le système de coordonnées ici, C'est PO, c'est moins oui, R de UR. tout à fait. Donc, c'est effectivement moins R UR. Hein, il est dirigé dans le sens opposé à UR et en longueur, il a R. Et puis OM, C'est Z de UZ. voilà, plus Z, UZ. OK. Alors du coup, que va valoir le module de PM maintenant? Donc le module de PM, hein, c'est le module de ce vecteur-là. Donc c'est la racine carrée de R carré plus Z carré. Carré. Ah, ce qu'on Monsieur, retrouve en haut. Ouais. monsieur, Oui, oui, allez-y. pourquoi c'est moins R de UR? Pourquoi il y a le Bah, parce moins? que c'est ce vecteur-là. C'est ce vecteur-là. Donc Ah, il va c'est dans le tiré sens opposé à UR. UR, il est dirigé vers l'extérieur D'accord. et lui, il vient vers l'intérieur pour pouvoir faire la somme ensuite avec OM. Ah, Que d'accord, la ok. somme de ces deux vecteurs, ça fasse bien PM. Bien. Ok, d'accord. Merci. OK? Oui. OK, donc là, on a tout ce qu'il faut en fait pour calculer dB. Puisque maintenant, vous voyez qu'on peut calculer. Alors, en fait, ce qu'on va calculer déjà, c'est dl vectoriel PM. D'accord? Ici, il faut qu'on calcule dl vectoriel UPM. Mais on sait que UPM, c'est le vecteur PM divisé par le module. Donc, on divisera par le module après. Hein. Enfin, en fait, ici, tout ça, ça va être divisé par le module, quoi. OK, alors on y va. dl, c'est R dθ, Uθ. Et donc, on va faire le produit vectoriel par moins R UR plus Z UZ. OK, donc je vais distribuer le produit vectoriel. Ici, ça va me faire donc R fois R, ça fait R carré dθ, que je multiplie par quoi? Ben, par Uθ vectoriel. Alors, il ne faut pas que j'oublie le moins là. Donc, c'est un moins R carré dθ. Uθ vectoriel UR. Et puis ensuite, j'ai un deuxième terme, R Z dθ
Uθ vectoriel UZ. OK? Alors, je vais effacer un petit peu en haut, là. Pour me faire un peu de place, je vais recommencer en haut. OK. Alors, qu'est-ce que vous pensez de ce vecteur Uθ vectoriel UZ? C'est égal à quoi? UR. C'est UR, tout à fait. Donc, vous voyez que mon vecteur là, donc là, ce que je suis en train de calculer, hein, c'est DL vectoriel UPM. Alors, j'ai un premier terme qui est en moins R2 dθ UR. D'accord? Uθ vectoriel UZ, ça me fait UR. Ensuite, j'ai plus RZ dθ, j'ai oublié le dθ, non, c'est bon. Plus RZ dθ. Et donc maintenant, je fais Uθ. Qu'est-ce que j'ai marqué là? Ah, mais je me suis trompé. En fait, le premier, c'est Uθ UR, ce qui donne Ouais. UZ. Donc c'est UZ là. Ça, c'est UZ. Et ici, c'est Uθ UZ. UR. Et donc là, c'est UR. Ouais. Alors attention, Uθ UR, c'est plutôt moins UZ en fait. D'accord? Si vous faites la règle de la main droite, là, hein. Ah oui, c'est vrai. Premier vecteur, c'est donné par le pouce, Uθ. Deuxième vecteur, c'est donné par l'index UR. Et le troisième vecteur, vous voyez qu'il est vers le bas. Donc c'est moins UZ. Donc ici, ça ferait un plus en fait. Et le tout ici, divisé par le module de PM, c'est-à-dire racine carrée de R carré plus Z carré. Ok, donc là, j'ai calculé cette quantité-là, en fait. Hein, si je calcule ça. Non, c'est ça. J'ai calculé cette quantité-là. DL vectoriel UPM. Ok, donc maintenant, si je réécris mon dB, là. Donc, si je réécris le dB que j'avais tout à l'heure, donc c'est mu0 sur 4pi, i. Et puis ensuite, donc j'avais dl vectoriel UPM, donc c'est toute cette quantité-là. Donc fois R carré dθ plus RZ dθ. Ah, j'ai oublié le vecteur. J'ai oublié le vecteur ici. R carré dθ UR, UZ, pardon, plus RZ dθ UR. Que je divise par racine carrée de R2 plus Z2. Et ici, je n'oublie pas de multiplier par PM au carré. C'est-à-dire il faut que je multiplie par R2 plus Z2. OK? OK, alors du coup, j'efface ce qu'il y a en dessous. Alors, je vais me simplifier un peu le problème là, en utilisant ce qu'on a fait à la question précédente.
qu'est-ce qu'on a dit à la question précédente? On a dit en fait que le vecteur B, il était dirigé selon l'axe Z. Vous vous souvenez? Ce qu'on avait dit ici, là, c'est que le champ magnétique B, il était dirigé, il avait une seule coordonnée, et il Oui. était dirigé selon l'axe Z. OK, donc ça veut dire que ici, ben, je vais garder que la coordonnée en Z, puisque je ne dois pas avoir de coordonnées en R. Donc du coup, ben, le dB, là, d'après la symétrie et les invariances, ben, je vais avoir un dB, donc ça va être égal juste à la coordonnée donc mu0 i sur 4pi, et je garde que la coordonnée selon Z, donc R2 dθ uz, et le tout divisé par, donc ici j'ai un racine carrée de R2 plus Z2 que je multiplie par R2 plus Z2, donc ça me fait un R2 plus Z2 puissance 3,5. OK? Monsieur, du coup, pourquoi on s'est débarrassé du RZ, du coup? Ben, parce que cette coordonnée-là, en fait, elle ne doit pas exister du fait des symétries. Tu fais des symétries. Ce qu'on a vu précédemment. Précédemment, on a vu que, ici, que en fait, le vecteur B, il doit avoir qu'une seule coordonnée selon UZ. Ok, d'accord. D'accord? Donc, on n'a D'accord. pas de coordonnées selon UR. Ok, Donc, on peut oublier cette coordonnée-là. d'accord. On ne garde que la coordonnée selon UZ. Et donc ensuite, en utilisant le théorème de superposition, ben, on va pouvoir calculer B total en M en intégrant dB. Alors, on intègre sur quoi ici? Ben, qu'est-ce qui varie? Ici, la seule chose qui varie, vous voyez, c'est dθ. C'est l'angle θ. L'angle θ qui va varier quand on va passer d'un bout de la spire à l'autre, qui va varier sur 2π. Donc en fait, on va avoir mu0 i sur 4π, tout ça c'est constant, hein, R2 sur R2 plus Z2 puissance 3,5. Tout ça c'est des constantes. La seule chose qui varie, donc on va intégrer de 0 à 2π dθ uz. Et vous voyez que l'intégrale de 0 à 2π de dθ, ben, c'est simplement 2π. Hein. Ça donne simplement 2π. Mais monsieur, du coup, pourquoi on choisit 2π sur θ? Pourquoi on décide d'intégrer sur 2π θ? Ben, parce que la spire est décrite en termes de θ. Hein. Il faut qu'on fasse tout le tour de la spire. Il faut intégrer tous les dl là. D'accord. Donc, il faut intégrer le long de la spire en entier. D'accord. Donc, Qu'est-ce ouais, qui c'est pas varie? trop. Ben, c'est qu'il n'y a que θ qui varie. D'accord? θ, il va D'accord. varier de 0 à 2π. Quoi. Ah, d'accord, il va de 0 jusqu'à. Ah oui, parce qu'il fait un tour. Ok, Voilà. d'accord. OK, donc là, en fait, on va avoir un facteur 2π qui vient, qui va simplifier ici en partie avec le 4π qui est en bas. Et donc, il nous reste mu0 i r carré sur 2 et sur racine, enfin, pardon, sur, je ne vais pas le mettre en racine, je vais mettre en 3,5, sur R2 plus Z2 puissance 3,5. Voilà, et on a bien montré effectivement cette expression-là. Mu0 i sur 2, R2 sur R2 plus Z2 puissance 3,5. OK? Ok.
Bon, de toute façon, vous allez retrouver, donc voilà, je l'ai refaite proprement là. Donc vous allez la retrouver dans les transparents. Ok, alors les questions ensuite, c'est des questions qui n'impliquent pas vraiment beaucoup de calcul. Ce qu'on vous demande ensuite, c'est que devient cette expression si l'aspire n'est pas en z égale 0, mais en une autre position qu'on appelle z0. D'accord? Donc on peut imaginer, donc on a un axe z, on a un point O qui se trouve ici, sauf que maintenant, ma spire, elle est plus en haut, mais elle est en position Z0 qui se trouve là. Hein, j'ai ma spire qui se trouve là. Qu'est-ce que ça va faire comme différence? Ben, si je regarde dans le calcul que j'ai fait précédemment, hein, j'avais pris un point P ici, un point M sur l'axe, et puis j'avais fait les calculs ici. Tac, qu'est-ce que ça donne? PM. Donc, ce qui va changer, en fait, ça va être la valeur de PM. D'accord? Au lieu que maintenant je sois centré sur 0, je suis décalé. Donc, vous voyez que maintenant, quand j'ai écrit PM tout à l'heure, j'avais écrit PM égale P0 plus O0M. D'accord? Et ça m'avait donné quelque chose qui était de la forme moins R UR plus Z UZ. Bah ici, ce qui va changer, c'est que je vais passer par un autre point ici, M0. Donc, je vais devoir écrire PM sous la forme PM0 plus M0M. D'accord? Je passe plus par 0 en fait, je passe par M0. Donc du coup, ça c'est égal à quoi? Ben, PM0 en fait, c'est la même chose que PO. Hein? Ici, on a toujours moins R UR. Donc ici, j'ai toujours moins R UR. Par contre ici, ben, c'est plus Z que j'ai, mais c'est Z moins Z0. Plus Z moins Z0. UZ. Monsieur? Ouais. Du coup, en fait, parce que là, vous avez au point Z, le M0, du coup, il est situé où pour qu'on trouve Z moins Z0? Ben, Z, c'est cette altitude-là, entre 0 et M. Oui. Z0, c'est cette altitude-là, entre O et M0. Oui, oui, oui. D'accord? Donc nous, ce D'accord. qui nous intéresse, c'est la distance entre M0 et M. Donc cette distance-là, c'est bien Z moins Oui, Z0. d'accord. OK? Donc en fait, vous voyez que dans l'expression de B, là, la seule chose qui va changer, c'est que, ben, en fait, le Z, il va être transformé en Z moins Z0. D'accord? C'est comme si on avait décalé, en fait. Donc on retrouve exactement la même expression, simplement, maintenant, cette coordonnée-là, au lieu d'être simplement Z, ben, ça donne un Z moins Z0 au carré. Et le tout puissance 3000. D'accord? Donc on a vraiment exactement la même expression. Juste qui change, bah, c'est que ce qui nous importe, c'est à quelle altitude c'est par rapport à la spire, quoi. À quelle distance de la spire on est. Ça va, ça? Oui, ça va. C'est sûr, il faut le refaire parce que comme ça, c'est pas toujours évident, mais ça va.
Ok. Ok. Donc enfin, dernière question. Donc on vous demande de discuter le sens du champ magnétique suivant que Z est positif ou négatif et conclure. Ok. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, imaginons donc qu'on ait un axe Z comme ça. On a notre spire ici. Alors imaginons que la spire, elle est en 0. On regarde ici en un point M qui a comme coordonnée Z, quel est le champ magnétique? C'est celui qu'on a déterminé tout à l'heure. Et puis on regarde son symétrique ici par rapport à O, donc en moins Z, quel est le champ magnétique? Il suffit de le calculer. Hein. B en M', c'est donc mu0 I sur 2 R carré sur R carré plus moins Z cette fois-ci, hein, puisque la coordonnée ici c'est moins Z, au carré, le tout puissance 3,5. Mais sauf que moins Z au carré, c'est la même chose que Z au carré. Puisqu'on élève au carré. Donc du coup, on va retrouver le même champ magnétique qu'en BM. Autrement dit, si j'ai un champ magnétique ici qui est comme ça, je vais avoir le même champ magnétique ici. D'accord? C'est-à-dire que je sois en dessous ou au-dessus de la spire, en fait, le champ magnétique, il est toujours dans le même sens. Et donc ça me dit que maintenant, imaginez que vous ayez plusieurs spires qui sont empilées les unes sur les autres, là. En fait, tous les champs magnétiques de ces spires-là, ils vont s'ajouter les unes aux autres. D'accord? Donc on va avoir un champ magnétique, en fait, qui va être la somme. Si on a un empilement de spires, eh bien, les champs magnétiques créés par chacune des spires vont s'ajouter. Parce que le champ magnétique, il est toujours dans le même sens, quoi. D'accord? Donc on va faire que ajouter les champs magnétiques. Il n'y a rien qui va se retrancher. OK? Vous m'entendez toujours? Oui, monsieur. Oui? OK. Bon, voilà, on arrive à la fin de l'exercice, hein. Donc, l'exercice de la semaine prochaine, ce sera justement d'aller regarder qu'est-ce qui se passe quand on a un solénoïde, puisque un solénoïde, justement, on va pouvoir considérer que c'est un empilement de spires qui vont créer des champs magnétiques qui vont s'ajouter les uns aux autres. D'accord. OK? Donc, on repartira en fait de l'expression du champ magnétique créé par une spire, et puis on va ajouter toutes les spires les unes aux autres. OK. Et du OK. coup, ça aussi, c'est ce qu'on aura au contrôle. Alors là, je ne suis pas capable de vous dire ce que vous allez avoir au contrôle, mais moi je dirais que principalement au contrôle, vous allez avoir des choses qui vont porter sur le champ électrique. D'accord. Peut-être sur les symétries aussi du champ magnétique, c'est possible, puisqu'on les aura vues. Mais voilà, après. D'accord. OK? OK, merci. Bon, je vous souhaite bon courage. Et puis je vous dis à la semaine prochaine. D'accord, à la semaine prochaine, À la monsieur. semaine prochaine, monsieur. Au revoir. OK, merci, au revoir.